La CEDEAO est à la croisée des chemins. L'organisation sous-régionale est au cœur de l'actualité béninoise sous-régionale et même sur le plan international. Et pour répondre à nos questions d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir le représentant résident près le Bénin de la CEDEAO au Bénin, donc l'ambassadeur Amadou Diong, qui a accepté de se prêter à nos questions. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame Arthur. Et surtout, merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Alors, le plaisir est pour moi. La CEDEAO a tenu son 65e sommet il y a quelques jours. Que peut-on retenir de ce sommet? Merci Madame, c'est bien de venir à la source de l'information. Merci de me recevoir dans votre émission. Alors, oui, nous avons eu notre sommet le 7 juillet. Bien sûr, il y a eu les réunions préparatoires qui ont permis au chef d'État de prendre des décisions donc le 7 juillet. Et comme vous l'avez dit, la CEDEAO est à la croisée des chemins, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un contexte qui est là et dont il faut tenir compte dans la prise de décision, et nos chefs d'État n'ont pas manqué de le faire. Alors, pour les grandes décisions, comme vous savez, donc, il y a bien sûr tout ce qui concerne les questions de paix et de sécurité et de politique d'une façon générale. Vous le savez mieux que moi, la CEDEAO, c'est un projet à la fois économique, mais aussi un projet politique. Donc, parce qu'on part de l'idée que rien ne peut se faire sans paix ni sécurité. Donc, il faut d'abord trouver le moyen nous donner les moyens d'une paix durable pour pouvoir enclencher nos programmes d'intégration économique et commerciale. Alors, à ce titre, donc, des décisions ont été prises, notamment concernant la question du terrorisme. Je pense que vous avez tous suivi un peu l'évolution de ce qu'on a appelé le plan d'action de lutte contre le terrorisme 2020-2024, donc qui a eu du retard pour des raisons de financement. Et pour cette raison, il a fallu effectivement mobiliser encore les États membres. Et à la veille du sommet, nous avons eu effectivement une réunion des ministres de la Défense et des ministres des Finances pour voir un peu comment faire les choses. Auparavant, les chefs d'état-major et bien sûr les ministres de la Défense se sont réunis pour s'accorder un peu sur la force en attente dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agissait de voir le format entre la mobilisation de 5000 hommes équipés ou dans un premier temps de 1000 et quelques forces. Donc, tout ça dépendra de la formule qu'on va retenir. Parce que la lutte contre le terrorisme est relativement différente on dira des conflits ou de la guerre classique. Parce que c'est ce qu'on appelle des conflits asymétriques. Donc, il va falloir des forces spéciales, donc une organisation spéciale des forces, des dispositifs assez particuliers. Donc, cela a été validé et les chefs d'État ont demandé, donc, se sont accordés pour la mise en œuvre de cette formule. Donc, concernant la lutte contre le terrorisme, des actions communes et concrètes seront menées pour le bien de la sous-région? Bien sûr, bien sûr. En fait, je crois qu'il y a une confusion. Les États membres n'ont jamais, je pense que la CEDEAO n'a jamais baissé les bras par rapport à ça. Mais c'est une lutte assez difficile. Et bien sûr, les circonstances qui sont intervenues entre-temps n'ont pas permis d'aller plus en avant. Vous savez, quand il y a des situations politiques difficiles dans certains pays, ça rend compliqué une intervention. Pour ceux qui savent un peu comment on déploie une force dans un pays, avec bien sûr un certain nombre
de signatures qu'il faut. Il y a des accords à signer. Et il y a par exemple, il y a le statut des forces, il y a un certain nombre de choses assez... Il y a une administration. Derrière l'aspect militaire, il y a toute une administration qui, en fait, a aussi a son fondement dans la constitutionnalité. Donc, ce sont ces aspects-là qui nous ont plus ou moins retardés depuis quelques années. Bon, et pour ma part, je n'ai jamais douté que la volonté est là, la volonté de se battre est là. Maintenant, il y a les moyens qu'il faut mobiliser. Et une nouveauté est là, que peut-être beaucoup d'entre nous ne savent pas, c'est qu'il y a une résolution des Nations Unies, la 1729, qui, en fait, demande aux Nations Unies de financer à hauteur de 75% les opérations de paix, de soutien à la paix, décidées par l'Union africaine et ses communautés économiques régionales, bien sûr, avec l'assentiment de l'Assemblée générale des Nations Unies, à travers son comité budgétaire et du maintien de la paix. C'est une bataille que les gens ne connaissent pas, mais c'est une bataille que l'Afrique mène depuis bientôt 20 ans. Parce que en déployant ses forces, je donne un exemple, en 90-91, lorsque la CEDEAO déployait ses forces au Libéria et en Sierra Leone plus tard, mais c'était parce qu'il y avait une rupture de la paix dans ces pays, donc une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et de ce point de vue, ça relève directement de la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui veut dire que le financement de ces opérations devrait revenir à la communauté internationale. Et c'est seulement maintenant que la décision a été prise. Je le dis parce que j'étais pendant des années dans ces négociations-là. Bon, ça a abouti à ce que ça a abouti. Et maintenant, le reste, les 25%, pour les mobiliser, je parlais de 75%, les 25%, donc, seront mobilisés par l'Afrique et aussi avec l'appui des Nations Unies. C'est-à-dire que si nous devons avoir 25%, les États africains vont contribuer, bien sûr, à travers le Fonds de la paix, qui, je rappelle, aujourd'hui n'est pas loin de 500 millions. Mais vous savez, pour le maintien de la paix, 500 millions, c'est absolument rien du tout. La guerre, il faut l'éviter parce qu'elle coûte cher. Elle coûte très cher. Il y a d'autres résolutions qui ont été prises par... Oui, bon, bien sûr, il y a certainement la chose que vous attendez le plus, c'est que faire maintenant face à la situation avec nos frères et sœurs du Sahel. Mais avant de revenir à cela, sur les réseaux, il a été agité la question de l'obtention de visa pour les ressortissants de l'AES pour entrer dans la CEDEAO. Qu'en est-il réellement, Finish? Non, je pense que, vous savez, il faut écouter les gens quand ils parlent. Il faut bien écouter. En fait, il y a ce qu'on appelle, bien sûr, les conséquences de retrait. Et bien sûr, c'est normal, dans les conséquences d'un retrait, il y a un certain nombre de choses qui vont changer. Quand vous êtes dans une communauté, vous partagez les avantages de la communauté, mais aussi les inconvénients. Alors, mais si vous devez quitter la communauté, il y a peut-être des avantages que vous ne pourrez plus avoir. Et je pense que c'est cela. Parce que vous avez ceux qui partent, mesurent un peu les avantages qu'ils gagnent en partant, mais ils doivent aussi mesurer les avantages qu'ils avaient avec la communauté. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le président parlait. Il parlait dans ce sens-là. Et on n'a jamais dit... Mais il n'en est rien finalement. Il n'en est absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Alors le sommet s'est également tenu comme au lendemain de la formalisation de l'AES. Et vous allez aborder la question, quelle est la lecture de la CEDEAO face au retrait du Niger, du Mali et du Burkina de l'institution? Pour nous, il n'y a pas encore de retrait à la CEDEAO parce qu'on a un article très clair dans le traité révisé de Cotonou de 1993, l'article 91 qui dit que le retrait n'est acté qu'un an après
la notification de la décision de retrait. Alors, l'annonce a été faite le 28 janvier. Donc, nous avons jusqu'au 27 janvier à minuit pour dire s'il y a retrait ou pas. Je vous le rappelle pour une simple raison, c'est que, comme j'ai dit, il y a toujours des ouvertures, il y a toujours possibilité de se parler. La CEDEAO n'est pas une maison parfaite, mais c'est notre maison commune. Elle est loin d'être parfaite, et justement le devoir de tout homme politique, c'est de poser des jalons après avoir consolidé ce que les prédécesseurs ont fait. Et c'est ce que les uns et les autres essaient de faire. Ce n'est pas une maison parfaite, mais c'est notre maison commune. On n'a rien d'autre. On n'a pas autre chose. Et cette région n'aura jamais rien d'autre que la CEDEAO. Maintenant, à l'intérieur de la CEDEAO, il peut y arriver. Il pourrait y arriver, et ça arrive, parce que vous avez dans la CEDEAO le Conseil de l'Entente, les gens l'oublient. Vous avez dans la CEDEAO le Manuriva. Vous avez dans la CEDEAO de petites organisations comme dans la CEDEAO, vous avez les gens de l'UEMOA. Dans la CEDEAO, vous avez l'OMVS, l'OMVG, etc. Donc, ce qui veut dire que dans un processus d'intégration, ceux qui ont des défis communs et en mesure d'aller plus loin dans le processus, rien ne les empêche de le faire. C'est cela le principe. C'est le principe de l'intégration. C'est pourquoi il faut le faire par cercle concentrique. Donc, ce à quoi nous assistons, c'est que de mon point de vue, l'AES peut exister dans la CEDEAO. Rien n'empêche à l'AES d'exister dans la CEDEAO. Bien sûr. Les tests le permettent, si on devrait en arriver là. Bon, il y a une chose, c'est que quand on adhère à une organisation, on adhère à ses principes. C'est d'abord et avant tout les principes auxquels on a consenti librement. Librement. Parce que, vous savez, dans les organisations internationales, il y a des traités. Et ce sont des traités qu'on met et que chacun regarde et exprime son consentement à être lié. Et parfois, même, il y a comme vous savez, il y a des réserves et tout ça. Bon, c'est cela le problème. Parce que, comme j'ai dit tantôt dans mon introduction, la CEDEAO, c'est un projet d'intégration économique, mais aussi c'est un projet politique. Alors, avec l'avènement de l'AES, qu'on le veuille ou non, la géopolitique change tout de même en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'en fait, vous ne craignez pas une désintégration des peuples? Bon, vous savez, je le répète encore une fois, et je pense que c'est ce qui fait la force de la CEDEAO. Si vous allez en profondeur dans l'histoire de cette région, la CEDEAO des peuples a depuis toujours, précédé celle des États. Nos États sont nés après la colonisation, avec la colonisation. Donc ce sont des États qui sont très récents. Mais nos peuples sont ensemble depuis très longtemps. Et quand je vous parle, par exemple, de la façon dont mon grand-père désigne le Mali, comment il désigne peut-être la Côte d'Ivoire, comment il désigne... je vous donne un exemple. Ma mère ne connaît pas le nom de l'Éthiopie, elle dit Abyssinie. Parce que c'est ce qui est dans leur esprit. C'est tellement profond. Bon, mais malheureusement, les gens se limitent à 1975, l'avènement de la CEDEAO. Et je le répète encore une fois, rien que le commerce nord-sud de la cola nous renseigne sur l'intégration des peuples. Vous savez, vous êtes béninoise. Vous savez que dans beaucoup de parties de notre région sahélienne ou ouest africaine, on ne peut pas sceller un mariage sans cola. Bien sûr. Voilà. On ne peut pas réconcilier des gens sans cola. On ne peut pas baptiser un enfant sans cola. Et pourtant, la cola ne pousse pas dans le Sahel. Elle pousse dans les zones, dans la zone tropicale humide. Alors ça, c'est un symbole de la profondeur
de notre intégration. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons pas d'avenir en dehors de l'intégration. Il n'y a pas d'avenir. Nos populations sont imbriquées. Hein. Vous avez ici au Bénin, vous avez 12 communautés de la CEDEAO. 12. Et en plus, bien sûr, d'autres de l'Afrique centrale, etc. Et nous avons toujours vécu comme ça. Vous allez au Sénégal, bon, moi je peux vous citer 25 noms de familles béninoises qu'on retrouve au Sénégal, dont des gens qui sont mes collègues diplomates, des ambassadeurs. J'en connais. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui transcende les régimes politiques. Et donc, ce qui nous lie est plus fort. Ce qui nous lie est beaucoup plus fort, et profondément beaucoup plus fort. J'insiste beaucoup. Alors la CEDEAO est taxée, vous le savez, d'organisation à la solde des puissances étrangères. Comment faites-vous pour nous débarrasser de ces clichés aujourd'hui? Vous savez, c'est trop facile tout ça. C'est trop facile? Non, non, je trouve que c'est à la fois trop facile et même un peu, je dirais, c'est irrespectueux. Vous savez, nous aussi, on a un background quand même. Hein. Nous ne sommes pas venus du néant et nous avons été aussi dans des organisations de jeunesse et des organisations d'étudiants. Nous avons fait notre part de cette lutte-là. Donc, nous avons choisi, comme je vous l'ai dit l'autre jour de manière informelle, nous avons choisi l'Afrique parce que nous savons que c'est notre avenir. Croyez-moi, et je le répète encore, pour ceux qui savent ce que signifie la CEDEAO et comment elle est née et pourquoi elle est née, on arrêterait de dire certaines choses. Bon, les nations aussi, à un moment donné de leur histoire, ont des trajectoires parallèles. Quand c'est parallèle, ça veut dire que vous allez dans la même direction. La CEDEAO va dans une direction et il y a des nations avec qui nous travaillons et qui sont dans cette direction-là. Nous avons choisi le principe de la démocratie, bien sûr. C'est normal que nous ayons des soutiens de la part d'une partie de la communauté internationale sur un certain nombre de décisions qui ont été prises. Il est vrai, il y a eu à un moment donné des interprétations extrêmement fallacieuses. Je suis désolé, mais personnellement, et c'est ma lecture de vétéran de l'Afrique, mais je ne pense pas que le président du Nigeria puisse recevoir des ordres d'un président de je ne sais pas de quel pays. Parce qu'il sait mieux que quiconque pourquoi la CEDEAO est née. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, monsieur l'ambassadeur, en fait, plusieurs observateurs indiquent en fait que la CEDEAO a gagné tellement de batailles qui font maintenant partie de nos quotidiens. On ne se rend pas compte que c'est grâce à la CEDEAO qu'on bénéficie de beaucoup de choses dans la sous-région. Et ce n'est pas faux. Alors, bon, pour moi, en fait, je l'explique d'une certaine manière. J'ai l'impression que la présence de la CEDEAO dans notre vie quotidienne est presque considérée comme naturelle, à la limite. Et les gens, apparemment, ne semblent pas accorder beaucoup d'importance à tout ça. Parce que c'est tellement naturel, on se réveille avec sa carte d'identité, on va voyager, on n'a pas besoin de passeport pour aller d'un pays à un autre. Bon, c'est vrai, il y a des obstacles, souvent de petits soucis, mais la règle, c'est que ce qui est important, c'est la règle de droit, de mon point de vue. Et la règle générale, qui est la règle de droit, c'est que c'est la libre circulation des biens et des personnes sur la base d'un certain nombre de dispositions. Je me réveille ici, je vais à la frontière, je traverse, je m'en vais. On est en train maintenant de travailler sur un visa commun. C'est-à-dire que celui qui obtient un visa de première entrée dans un pays peut circuler sur le reste de la CEDEAO.
Voilà un peu des choses sur lesquelles on peut discuter. Nous avons l'assurance, comment ça s'appelle, la carte brune. Vous circulez dans n'importe quel pays de la CEDEAO avec cette assurance-là, ce macaron-là, qui vous permet de bénéficier de votre assurance du pays d'origine. Vous installez une entreprise quelque part, vous transformez des produits, vous pouvez vendre sur un marché de 400 millions d'habitants. Bon, nous avons bien sûr aussi je dirais le libre établissement. Bon, je vous donne des exemples. Il y a des médecins béninois qui sont installés au Sénégal. Des médecins, je connais 2 ou 3 médecins burkinabés qui travaillent à l'intérieur du Sénégal, qui ont leur cabinet à l'intérieur du Sénégal. La rue, je vous donne un autre exemple. La rue, c'est une grande avenue qui passe devant chez mes beaux-parents, mais a été construite par une société malienne. C'est ça l'intégration. En fait, ce sont ces réalités-là que nous perdons de vue parce qu'il y a une situation difficile sur le plan politique. Parce que la politique, c'est aussi ça. La politique, c'est ce qu'on appelle le hardware. Les problèmes politiques de paix et de sécurité ne se règlent pas sur, comme on dit en anglais, overnight. Ça prend du temps. Et maintenant, pendant qu'on règle ces problèmes-là, il faut aussi que la vie continue. Et comme je vous dis, ce sont des choses concrètes. C'est le transport, c'est l'électricité. Vous avez ici le centre d'information et de coordination à Cotonou, que vous connaissez certainement. Bien sûr. Et qui permet aujourd'hui, et cela, l'avenir nous le dira, parce que, en fait, au fur et à mesure que nous développons notre production d'électricité, et le marché de l'électricité va encore se développer, et les zones excédentaires il y aura ce qu'on peut appeler des chambres de compensation dans la journée. C'est-à-dire que les zones excédentaires fournissent aux zones déficitaires, et puis à la fin de la journée, chacun sait combien il a acheté, chacun sait combien il a vendu. Et on fait la compensation entre nos États et nos sociétés d'électricité. Ce sont ces choses-là que les gens sont en train de faire. Il y a, d'ici 2026, nous devrions peut-être avoir commencé à mettre en place, à construire l'autoroute du corridor Lagos-Abidjan. Ça nous coûtera 23 milliards de dollars. Les 23 milliards de dollars répartis entre nos États, c'est absolument rien du tout. Et plus, bien sûr, parce que nous allons ensemble, solidairement, emprunter, donc essayer de trouver les moyens de financer un pareil corridor. Il y a, bien sûr, d'autres schémas d'intégration qui sont là. Alors, je crois, pour moi, c'est cela. C'est tellement naturel pour nous autres, pour vous et moi, qu'on ne le perçoit plus. La CEDEAO, on en parle quand on parle de politique. Bon, ça, c'est vrai qu'on a besoin de communiquer. C'est, je crois, aussi un déficit de notre part et nous le regrettons. Je pense le président actuel de la commission de la CEDEAO, à qui je rends un vibrant hommage aussi pour son action discrète de tous les jours, Omar Ali Touré, il est très conscient de ça et il y travaille. Je pense que nous devons communiquer et je répète encore une fois, notre problème c'est que si nous ne communiquons pas, nous ne disons pas ce que nous faisons, d'autres vont dire autre chose que nous ne faisons pas. Bon, et la désinformation s'installe. Voilà, la désinformation s'installe. Alors, la CEDEAO veut une célérité quant à la mise en œuvre de l'ECO, sa future monnaie économique. À la date d'aujourd'hui, quelles sont les avancées sur le projet? Alors, la monnaie, c'est vrai que c'est ce que tout le monde attend. Ça a suscité beaucoup d'intérêt, ça suscite toujours d'intérêt. Bien sûr, c'est ce que tout le monde attend, parce que c'est disons,
le point d'achèvement de l'intégration économique. Parce que, et bien sûr aussi avec ses connotations et ses implications politiques. La monnaie est vraiment le paroxysme que tout le monde attend. Et c'est d'ailleurs sur l'avènement de la monnaie que la CEDEAO est jugée. Mais retenons-le aussi, c'est très délicat comme processus. Parce que pour arriver à une monnaie commune, il faut beaucoup de convergences et des convergences économiques. Vous avez dans ces convergences des aspects comme des aspects budgétaires, vous avez aussi des aspects d'inflation, le niveau d'inflation, le niveau de déficit budgétaire, vous avez aussi des aspects liés aux politiques communes. Donc, un ensemble de politiques qu'il faut bâtir. Donc, pour arriver, parce qu'il y a des processus. Il y a l'union douanière aussi qui sera entre-temps achevée et on va vers la monnaie commune. Et l'éco, c'est notre ultime bataille et nous y sommes. Vous avez vu la dernière décision des chefs d'État. Donc, au mois de juin de l'année prochaine, ils auront sur leur table les coûts de l'ensemble des institutions financières liées à la monnaie, à l'avènement de l'éco. C'est-à-dire combien tout ça va coûter. Le Conseil des ministres pour la monnaie, les ministres des Finances se réuniront et produiront un document qui nous dira combien ça va nous coûter d'installer la Banque centrale, combien ça va nous coûter d'installer le fonds monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, un certain nombre d'instruments qui vont gérer la monnaie. Donc, c'est l'étape où nous sommes. Donc, on va y arriver quand même. Mais j'en suis convaincu, c'est notre destin, comme la mer est le destin d'un fleuve. La monnaie commune, c'est le destin de la CEDEAO. Alors, revenons à présent au Bénin où vous êtes d'ailleurs. Quelles sont les grandes actions que l'institution mène pour permettre aux populations de vivre l'intégration? Je sais qu'il y a eu un financement par rapport à l'inondation il y a quelques jours. Quelles sont les actions que vous menez sur place ici? Bon, je crois que c'est pas seulement aujourd'hui. Hein, la CEDEAO est d'abord, il faut saluer le Bénin comme donc État membre fondateur de la CEDEAO. Le Bénin avec sa contribution au progrès de l'intégration et bien sûr et sa position dans cette région. C'est une position exceptionnelle que le Bénin a dans cette région. Exceptionnelle, pourquoi? Parce qu'il est situé au cœur d'un corridor. Le Bénin est au centre du corridor Lagos-Abidjan. Et le corridor Lagos-Abidjan fait 75% du commerce de la région. Une position géographique importante, stratégique. Alors, pour les actions que nous menons ici, bien sûr, c'est vrai, il y a 2 jours, j'ai fait avec le ministre de l'Intérieur le lancement d'un programme d'appui de $600 000 pour l'équivalent 300 et quelques millions, un peu moins de 400 millions de francs CFA pour un peu soulager les populations qui ont connu les inondations d'août-septembre de l'année 2022. Pas seulement ça, parce que l'idée c'est aussi de bâtir les fondements de la résilience face au changement climatique. Et vous avez une bonne partie de cette exécution de ce programme avec bien sûr la Croix-Rouge, mais aussi avec la Direction générale de la protection civile, l'Agence nationale de la protection civile, qui doit plus ou moins bâtir les éléments préventifs donc des catastrophes naturelles. Parce que nous savons tous que le changement climatique est là. Bon, il faut s'y préparer. Et donc, c'est à quoi une partie de cet argent devrait servir. Mais on a un programme beaucoup plus large et je pense que vous le verrez bientôt. On est en train de travailler dans le contexte actuel que vous connaissez pour aider aussi l'ensemble de nos pays à bâtir
un peu une certaine résilience face aux nouvelles menaces que nous connaissons, y compris la menace extrémiste. Et c'est vrai, l'aspect militaire immédiat est normal parce qu'il faut protéger les populations. La peur ne résout rien. Donc, quand il s'agit de sécuriser les populations, il faut l'action militaire. Maintenant, la réflexion doit être plus stratégique. Et la réflexion stratégique, c'est de dire pourquoi il y a ça. Pourquoi il y a ça? Et quand on répond à cette question, on se dit donc qu'il faut stabiliser les pays. Il faut stabiliser les zones susceptibles d'être des sources de menaces, notamment en termes d'intégration économique nationale, de gouvernance et de disponibilité d'infrastructures sociales. Alors, tirant les conclusions de ce constat, la CEDEAO a mis en place ce qu'on appelle un fonds régional de stabilisation et de développement. Ce fonds a deux volets. Un, travailler à la mise en place d'infrastructures sociales, tout ce qui concerne l'éducation, la santé, l'appui aux femmes et aux activités génératrices de revenus, et bien sûr les infrastructures sociales, je pense aux écoles, à la santé et tout ça. Et dans ce cadre-là, la CEDEAO travaille avec le Bénin. Nous allons bientôt signer, le ministre des Finances va signer dans les prochains jours, une convention avec la CEDEAO de 2 millions de dollars, un peu plus d'1 milliard de francs CFA, qu'on va déployer dans un certain nombre de départements de la Donga, je pense, des collines de l'Atokora, un peu pour soulager les populations dans un certain nombre de domaines. Donc, et ça, c'est juste une porte d'entrée. Parce que l'idée est que nous avons, dans la coopération internationale aussi, nous avons pu mobiliser 15 millions de dollars, 15 millions d'euros. Donc, pour le Bénin, justement dans le cadre de ce programme. Bon, et la place de la jeunesse au cœur de... Mais justement, c'est là où je voulais en venir. Vous savez, ces derniers temps, enfin, c'est mon approche depuis que je suis là. J'essaie de tout orienter vers ces deux cibles, la jeunesse et les femmes. Quand vous veniez, je parlais avec ma collaboratrice, on parlait d'un programme de santé des jeunes filles. Bon, nous travaillons dans ces choses-là, parce que c'est cela la CEDEAO, aller vers les populations dans leurs besoins. Bon, la jeunesse, c'est notre cible. Vous avez vu les semaines que nous avons organisées ici. La cible principale, c'est la jeunesse. Nous sommes en relation avec le milieu scolaire et universitaire. Là, ces 2 dernières années, on a organisé des compétitions de génie en herbe, d'art oratoire, etc. Bon, et on essaie en même temps aussi de faire passer des messages de la CEDEAO et aussi des messages universels. Les messages sur la lecture. Parce que, par exemple, nous ne donnons pas d'argent. Ce qu'on fait, on prend l'argent, on fait déposer dans les librairies des bons d'achat de livres. Donc, pour les universités, pour les lycées, etc. L'année dernière, on a distribué pour peut-être 2 millions, 3 millions, je ne sais plus. Cette année, on a fait la même chose. Et même pour le sport, l'année dernière, pour le sport, c'est ce qu'on avait fait. La marche, les 10 premiers, je pense, avaient des bons de livres au niveau des librairies de la place. Parce qu'il faut en profiter aussi pour contribuer à la renaissance de la lecture. Donc, voilà un peu des choses que nous faisons. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, c'est vrai, mais nos moyens sont bien investis, croyez-moi. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On va quand même parler de la semaine de la CEDEAO. Ça te tient en général à quel moment de la période au Bénin? Alors, souvent, c'est la dernière semaine du mois de mai, parce que l'anniversaire de la CEDEAO tombe le 28 mai. Et donc, le 28 mai, en général, nous faisons
un peu ce qu'on appelle un peu le cocktail diplomatique, c'est la partie diplomatique officielle. Et maintenant, le reste, c'est des activités que nous essayons de mener à différents endroits. Cette année, nous avons choisi l'université. Nous avons Calavi. Voilà, l'université, bien sûr, avec la participation des autres universités aussi. Il y a eu des enseignants de Calavi, d'autres de Parakou aussi. Donc, c'est cela notre credo. Nous sommes en train de mettre en place aussi des clubs CEDEAO au niveau des lycées, des collèges et de l'université. Et on travaille vraiment sur la jeunesse. C'est notre credo. Parce que l'autre jour, un jeune m'a dit, vous n'êtes pas là où nous sommes. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Nous sommes dans les réseaux sociaux, mais vous n'y êtes pas. Et nous travaillons à ça. Parce que, comme j'ai dit, c'est très important. Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent ce que c'est la CEDEAO. C'est pas ce que j'appellerais enfin, excusez le terme, ce discours frelaté là, qui nous divertira de notre chemin. Parce que c'est le seul chemin qui vaille pour que nos populations soient à l'abri de la peur et qu'on travaille pour leur donner à manger, à boire, aller à l'école et se soigner. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous avez un mot de fin? Alors, Madame Actu, votre visage m'est familier. Souvent, je partage avec Natacha et Linda et elles m'envoient de vos émissions. Merci pour ce que vous faites. Je pense que vous parler est un plaisir pour moi à travers votre média et atteindre aussi et j'ai vu que vous êtes bien présente. Et merci aussi d'être venue prendre un peu notre part de vérité sur l'actualité. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Au micro de Madame Actu, nous avons eu le plaisir de recevoir le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest près le Bénin, avec l'ambassadeur Amadou Diong. Nous avons fait le tour de l'actualité sous-régionale. On a parlé évidemment de la CEDEAO, on a parlé des pays de l'AES et évidemment des actions que mène la CEDEAO pour impacter les populations béninoises. À très vite.